Dans les rayons de nos magasins, on ne s'en étonne plus. C'est devenu la norme. Payer un pantalon 10 €, un t-shirt 5 €. À de tels tarifs, ces articles se vendent en masse. Alors j'ai acheté un pantalon et une chemise. Non, 40 €. Enfin, pour les deux, oui. C'était combien le jean? 30 €. La robe, je l'ai payé 20 € et le débardeur, je l'ai payé 5 €. Ces petits prix, on les trouve dans les plus grandes enseignes. H&M, Zara, Gap ou encore Uniqlo. Avec leur ligne discount, toutes ces marques ont modifié notre rapport à la mode. Des vêtements vite fabriqués, vite vendus et parfois pour les clients vite oubliés au fond d'un placard. Et même les petites boutiques indépendantes, comme celle-ci, ont pris le pli. Alors vous avez 2 chemises et un pull, hein, ce qui vous fait 30 €. 30 € pour 3 articles, c'est peu. C'est le montant moyen dépensé par ses clientes. Car ici, le mot d'ordre, ce sont les prix bas. Comme ce pantalon très tendance, son best-seller de l'été, vendu 20 €. C'est pas cher du tout. Les gens achètent comme ça des pantalons à 20 oui, €. 20 €, ils achètent et ils renouvellent rapidement en plus. Parce qu'ils s'en lassent très très vite après. Et à l'image des grandes enseignes, pour inciter les clientes à acheter toujours plus, Gilles renouvelle une partie de sa collection tous les 15 jours. Par exemple, ce portant n'existera plus la semaine prochaine. Cette marchandise-là. Voilà. Ça sera remplacé par autre Ça chose. sera remplacé par autre chose. On ramène toujours des nouveautés pour changer, pour refaire tout un relooking du magasin tous les 15 jours. C'est le b.a.-ba des petits prix. Les clientes regardent, essayent Elle est belle, hein? et achètent. Et peu importe si à la maison les armoires débordent déjà. On peut trouver des jolis petits trucs à pas trop cher. Là, vous voyez, 20 € la veste, c'est donné quoi. Et puis, comme j'en ai 50 à la maison, ça me permet d'en racheter encore 20. Et le plus fou, c'est que ces prix ne cessent de baisser année après année. Comment est-ce possible ? Bien sûr, nous le savons tous, ces vêtements sont fabriqués loin de chez nous, dans des pays où la main-d'œuvre est bon marché. Mais notre enquête nous a conduit à des découvertes que nous étions bien loin de soupçonner. Saviez-vous que pour obtenir des prix défiant toute concurrence, certains de nos vêtements sont fabriqués en Corée du Nord ? Cette dictature militaire communiste repliée sur elle-même qui défie le monde et opprime sa population. En Corée du Nord, vous payez l'État. Et ensuite, l'État paie les ouvriers, une partie en argent et une partie en nourriture. Nous avons remonté cette filière textile du Made in Corée du Nord. Un commerce qui s'organise dans le plus grand secret. Qu'est-ce que vous faites là? Je voudrais savoir, tous ces cartons, toutes ces marchandises-là, elles viennent d'où? Elles sont tombées du ciel, j'en sais rien moi. Vous verrez aussi que ce pays tente de séduire les marques françaises en leur promettant une totale discrétion. Dans ce cas, les produits sont faits Corée du Nord, Soit Made in China, soit Made in France, soit... Et dans cette course au discount, un petit pays est devenu un géant du textile en très peu de temps, même si le prix à payer est parfois terrible. Ce drame ce matin au Bangladesh, un immeuble de 8 étages s'est effondré dans la banlieue de Dhaka, la capitale. En avril dernier, une usine textile s'effondre. 1200 morts. Avec ce drame, le monde entier prend soudain conscience des conditions dans lesquelles sont parfois fabriqués nos vêtements. Comment on obtient tous ces prix bas? Il y a toujours quelqu'un qui paie, ce sont nos ouvriers avec leur sueur, leur sang et même leur vie. Alors, nous sommes retournés sur les ruines du Rana Plaza. Un lieu où ont été retrouvés des vêtements de marques que nous connaissons tous. Des marques étrangères, mais aussi françaises. Comme ce pantalon vendu dans une grande enseigne de la distribution. Comment ces grands groupes se sont-ils retrouvés mêlés à ce drame ?
Sont-ils responsables des mauvaises conditions de travail de ces petites mains du textile? Travaille un peu, toi, hein, fais pas la maline. Il faut dire qu'au bout de la chaîne, nous, les consommateurs, attendons des prix toujours plus bas. La qualité. Dans les années 60, voilà ce que l'on attendait d'un vêtement. Il coûtait cher, alors on voulait qu'il dure le plus longtemps possible. Heureuse, elle ne porte que des robes sous le signe de Paris. C'est tellement mieux! Mais ces bonnes vieilles habitudes volent en éclats il y a une vingtaine d'années avec la mondialisation. Désormais, nos vêtements coûtent beaucoup moins cher à fabriquer, car ils viennent des 4 coins du monde. Et l'une des meilleures connaisseuses de cette nouvelle géographie travaille ici, à la Maison du Textile, en banlieue parisienne. Elle s'appelle Anne-Laure Linger. La jeune femme conseille les grandes marques françaises qui veulent faire fabriquer à l'étranger. Pull, pantalon ou t-shirt, elle sait quel pays sur la planète offre le meilleur savoir-faire et surtout le meilleur prix. Alors nous lui avons proposé un petit test, nous dire au débeauté de quels endroits proviennent les vêtements de notre armoire. Alors je vous ai ramené une petite valise de vêtements personnels. Est-ce que vous pensez qu'on va voyager avec cette petite valise? J'en suis certaine. Les pulls, ça se fait où? Alors, les pulls. Je dois dire que la Chine est assez championne du monde au niveau du pull. Donc on va vérifier quand même. Fabriqué en Chine, oui. Et même, je vous dis, je pense qu'il est fabriqué à Foshan. D'accord. Voilà. Foshan, la capitale chinoise du pull. Dans ce pays, on produit ce type d'article pour environ 7 €. Mais on fabrique aussi des robes et des doudounes. Un vêtement sur 3 vendu en France est importé de Chine. Mais d'autres pays tentent eux aussi de prendre une part du gâteau et rivalisent avec la Chine en se spécialisant. Suite du test avec ce t-shirt tendance. Comme ça, avec effectivement, on un voit peu tout mode, de suite un peu travaillé. Des fils un peu particuliers, un peu fantaisie. Ça, moi, je vois bien ça en Turquie ou au Maroc. Hein. On va regarder. Alors, fabriqué au Maroc. Le Maroc, le leader du textile à la mode. Grâce à sa proximité géographique, on peut y fabriquer un t-shirt pour 3 € et être livré en France en moins de 15 jours. En fait, c'est toute la planète textile qui s'est organisée. Les pays producteurs se sont répartis le marché entre eux. Pour fabriquer un vêtement brodé, c'est en Inde qu'il faut aller. En Afrique, le Lesotho investit le créneau du jean. Et s'il faut réaliser des costumes à moindre frais, c'est sans doute vers l'Ukraine qu'il faut se diriger. Et en ce moment, un petit pays connaît une ascension fulgurante. Il va jusqu'à faire de l'ombre aux géants chinois du textile. À Paris, il y a encore 2 ans, les rois de ce salon international dédié au textile, c'étaient les fabricants chinois. Mais cette année, ils n'ont plus autant la cote auprès des acheteurs français. Comme David Azoulay. Ce Marseillais a créé sa marque de maillot de bain pour hommes l'an dernier. Quand il s'est lancé, il ne s'est même pas posé la question. Il a fait produire en Chine. À l'époque, c'est l'entreprise installée sur ce stand qui lui offrait les meilleurs prix. Vous êtes content des prix qu'ils vous proposent? Aujourd'hui, ça va. Bon, moyen, ça va. C'est pas le top, mais bon, c'est abordable, quoi. Devant son fournisseur chinois, David est un peu réservé. Mais une fois à l'écart, le patron français se lâche. Pour lui, les Chinois se sont embourgeoisés. Leur prix, ce n'est plus du tout ce que c'était. La preuve, avec leurs t-shirts. On a fait demande de tarification à des Chinois, ils sont déjà à 7 $. Ils sont trop chers, les Chinois. Ils ont augmenté leur prix, ils sont devenus fous. La cause de cette hausse des prix, les salaires des ouvriers chinois qui flambent. Du coup, David est bien décidé à trouver de nouveaux fournisseurs, moins chers. Et c'est sur d'autres stands asiatiques que le patron marseillais va dénicher les meilleures affaires. Les stands du Bangladesh. David ne connaît pas ce pays, mais les prix annoncés par ses fabricants bangladais attisent sa curiosité.
Can you give me a quotation for this, please? It will be 4.32. 422? But if the quantity is higher, then it may be 3.5 or 3.6, like that. If you think that you want to visit the factory, you are welcome. Visit factory, maybe no, but I can send you someone to visit the factory, no problem? Sure, no problem. And that will be pleasure for us. Okay, no problem, why not? Because your satisfaction is our motto. Yeah, I know. And my money is good, no? Les fabricants du Bangladesh sont sans complexe pour séduire de nouvelles marques. En 5 ans, ils sont devenus une référence pour le textile discount. Une ascension rapide, peut-être trop rapide. Le Bangladesh, c'est un petit pays situé dans le delta du Gange. Une ancienne province de l'Empire des Indes, devenue indépendante dans les années 70. Le Bangladesh fait peu parler de lui, sinon pour les catastrophes naturelles. Ici, la malédiction, ce sont les eaux, les inondations et les pluies diluviennes de la mousson. L'autre calamité du Bangladesh, la pauvreté. 80% de la population vit avec moins de 2 € par jour. Un pays pauvre et surpeuplé, plus de 150 millions d'habitants. Un capharnaüm sur lequel les autorités ne semblent avoir aucune prise. Immeubles délabrés, rues défoncées, réseau électrique vétuste. Rien n'est fait pour faciliter le business. Et pourtant, toutes les grandes marques occidentales s'approvisionnent ici. Certaines ont même ouvert des bureaux d'achat à Dhaka, la capitale. Dans ce bâtiment anonyme, le bureau de H&M. Dans celui-ci, la Redoute. Et là, celui d'Auchan. En 10 ans à peine, le Bangladesh est devenu le numéro 2 mondial du textile. C'est la seule industrie du pays. Elle fait vivre 20 millions de personnes. Une réussite qui a ses bons côtés, mais aussi une face plus obscure. Pour le positif, il y a d'abord des chefs d'entreprise qui ont monté de belles affaires à partir de rien. À 2 heures de route de Dhaka, nichée dans la forêt tropicale, une usine impressionnante, ultra-moderne. Ici, quand le patron fait sa tournée, tout le monde est au garde à vous. En 20 ans, Shubhal Chandra Saha, qui a démarré employé, a bâti un petit empire. Il faut dire que le textile ne nécessite pas de gros capitaux, ni de main-d'œuvre qualifiée. Le tissu vient de la teinturerie. Et une fois ici, il est découpé pour faire les vêtements. Vous voyez, là, les gens coupent le tissu aux bonnes dimensions. Aujourd'hui, dans cette usine, ils fabriquent 50 000 t-shirts et polos par jour. Ça commence par le fil qu'il faut tisser, puis teindre. Il faut ensuite découper et assembler les pièces du vêtement. En tout, une trentaine d'opérations qui nécessitent beaucoup de main-d'œuvre. Combien avez-vous d'employés ? 3000. Dans cette usine, 3000. Et combien d'usines avez-vous ? J'en ai 5. Ça fait combien d'employés au total ? Oh, à peu près 7000. Mais je suis un petit. Ah bon, un petit ? Oui, je suis un petit. L'homme est modeste, mais son entreprise est en plein boom. Plus 10% de chiffre d'affaires par an. Pour vendre autant, pas de secret, Shubhal offre des prix bas, très bas. C'est dans cette pièce que tout se joue pour convaincre les marques occidentales. La salle des échantillons. Ça fait 60 de large, et là aussi 60. Ici, on calcule les prix de revient de chaque article.
Choubal vend ses polos 3 €. Ils seront revendus autour de 15 chez nous. Comment Choubal peut-il proposer des prix aussi écrasés? Tout simplement parce que la main-d'œuvre ne lui coûte pas grand-chose. Une couturière est payée entre 1,20 € et 1,80 € par jour. Ne vous y trompez pas, ici, c'est un bon salaire. Kohinoor a 20 ans. Cela fait 2 ans qu'elle travaille dans l'usine. 8 heures par jour, elle assemble la manche droite au dos du t-shirt. Un travail répétitif. Le but, bien maîtriser le geste pour obtenir une bonne cadence. Je dois être très efficace. Le but, c'est de coudre 100 pièces comme celle-là par heure. Mon salaire ne dépend pas du nombre de pièces que je fabrique. Mais si je peux en faire 100, c'est bien. Tout le monde est content. La jeune femme peut faire jusqu'à 2 heures supplémentaires par jour, ce qui lui rapporte 50 centimes de plus. Ça va. Je gagne assez pour faire face à mes dépenses chaque mois. Kohinoor a de la chance. Elle gagne 70 €. C'est 2 fois plus que la plupart des ouvrières au Bangladesh. Pour se reposer, elle a droit à 1 journée de repos par semaine et 3 jours de vacances par an. Les travailleurs du textile n'ont ni assurance maladie, ni chômage, ni retraite. Kohinoor mène un train de vie confortable pour le Bangladesh, même s'il peut paraître très modeste pour nous, Européens. Elle vit dans cette petite maison qu'elle loue 13 € par mois avec Shohid, son mari. Il travaille dans la même usine qu'elle. Une pièce à vivre de 15 mètres carrés qui fait aussi office de chambre et attenant une pièce d'eau qui sert à la fois de cuisine et de commodité. Grâce à leur salaire, Kohinoor et Shohid peuvent manger à leur faim et varier. Des fruits, du riz, du poisson. Le jeune couple parvient même à mettre un peu d'argent de côté. Petit à petit, on arrive à acheter de quoi équiper la maison. On envoie aussi de l'argent à nos parents. On ne dépense pas plus que ce qu'on a. On n'achète pas de choses dont on n'a pas vraiment besoin. Le textile leur a permis d'échapper à une vie toute tracée dans leur village à 50 km de là. Ils ont arrêté l'école à 14 ans et leur seule perspective alors, c'était de travailler au champ. Nos grands-parents avaient une ferme, nos parents aussi. C'est un métier difficile quand il fait chaud comme ici. Donc on ne voulait vraiment pas faire ça. Alors plus tard, on est venu ici à l'usine. Ici au moins, on travaille à l'intérieur, au frais. Le textile discount au Bangladesh, cela permet donc de belles histoires comme celle de Kohinoor, de son mari Shohid et de leur patron. Mais en avril dernier, c'est une toute autre réalité qui a sauté aux yeux du monde entier. C'était le 24 avril 2013, il était 8h45. Les ouvriers de cet immeuble spécialisé dans le textile viennent de prendre leur service quand l'impensable arrive. Le bâtiment s'effondre sur lui-même, ensevelissant ses 5000 occupants. Le bilan est très lourd. 1200 morts. Des centaines de blessés et de disparus. Cet immeuble s'appelait le Rana Plaza, un nom qui désigne désormais l'une des plus grosses catastrophes industrielles au monde. Najma travaillait au Rana Plaza, dans un atelier de confection au 5e étage. Je ne me sens pas bien quand je viens ici. Ça me fait peur.
Quand le bâtiment s'est écroulé juste avant, j'ai entendu un bruit énorme. Tout le monde criait, courait dans tous les sens. Moi aussi, j'ai commencé à courir. Mais je suis tombée par terre, alors je me suis mise à prier pour sauver ma vie. 5 mois après le drame, les familles des disparus continuent de hanter les lieux pour se sentir au plus proche de leurs défunts, nous explique-t-il. Cet homme, par exemple, il cherche sa fille de 20 ans. Cet autre, sa sœur. Cette dame a perdu sa fille et son gendre. Depuis, elle s'occupe de son petit-fils de 4 ans. Quand je lui donne du chocolat, il me demande « C'est ma maman qui m'envoie ce chocolat ?» Alors je lui mens. Je lui réponds que oui. Le pire, c'est que ce drame aurait pu être évité. Ces ouvriers ont été forcés d'aller travailler dans un immeuble qui menaçait de s'écrouler. À 2 km de là, un hôpital a accueilli la majorité des blessés. Dans ce dortoir, une 50aine de victimes attendent encore une hypothétique guérison. À 17 ans, Chati est paralysée. Son mari Louftar est particulièrement amer. Rien de tout cela ne serait arrivé si les patrons des ateliers avaient été plus prudents. La veille de l'effondrement, quand on a pris le travail à 8 heures, on a entendu un crack. On a senti le bâtiment bouger, j'avais peur, alors on est sorti. Des collègues disaient qu'il y avait des fissures très profondes dans les poutres. Nos chefs nous ont dit de rentrer chez nous et de revenir le lendemain matin. Le directeur de la production de notre atelier nous a dit « Soyez là à 8 heures demain. Ceux qui ne seront pas là ne toucheront pas de salaire ce mois-ci et ils seront virés. » Les propriétaires des ateliers ne voulaient pas arrêter la production et ont donc choisi d'ignorer le danger. Quand on a pris le travail, un peu après 8 heures, ça allait. Mais au bout de 3 quarts d'heure, il y a eu une coupure de courant. Ils ont démarré des générateurs électriques et on a entendu un bruit terrible. Les gens ont couru dans tous les sens. J'ai juste eu le temps de me lever et l'immeuble s'est effondré. Un accident totalement prévisible. Car tout dans la construction de l'immeuble avait été fait à l'économie. D'abord, les fondations n'étaient pas suffisamment profondes. Ensuite, les murs ne contenaient pas assez de ciment pour supporter le poids des machines et des générateurs sur le toit. Et pour rentabiliser la construction, on avait fait 8 étages au lieu des 5 initialement prévus. En fait, le Rana Plaza n'avait pas été conçu pour abriter des usines. Cela devait être un immeuble d'habitation. Résultat, la structure n'a pas résisté au poids et aux vibrations des machines. Les 2 piliers du milieu ont cédé les premiers, le reste s'est écroulé, comme un château de cartes. Quelques jours après le drame, le propriétaire du bâtiment est arrêté. Sohail Rana est mis en examen pour négligence ayant entraîné la mort. À ses côtés, sur le banc des accusés, les patrons des ateliers de confection. Mais ils ne sont pas les seuls touchés par le scandale. Au milieu des gravats, juste après l'effondrement, on découvre des vêtements, des étiquettes, des bons de commande. Parmi ces marques, 2 enseignes françaises bien connues. Camaïeu, le numéro 1 de la mode féminine en France. Et Auchan, un spécialiste des petits prix. La présence de leurs étiquettes dans les décombres a été révélée dans la presse 3 semaines après le drame. Et 2 mois plus tard, nous avons encore retrouvé sur place des habits vendus par Auchan, sous sa marque In Extenso, comme ce jean enfant de taille 8 ans.
Avec ses poches superposées, c'est un pantalon très à la mode en ce moment. Nous avons voulu comprendre comment ce vêtement avait pu être produit dans des ateliers aussi dangereux. À Paris, comment réagissent les deux enseignes françaises mises en cause? Dans un premier temps, Camaïeu et Auchan ont nié avoir passé des commandes au Rana Plaza. Nous sommes mi-juin. Depuis des semaines, Laïla Ajaltouni remue ciel et terre pour que les deux marques prennent leurs responsabilités. Et ce jour-là va sonner comme une petite victoire. Ouais, oui, c'est pas vrai. T'es pas sérieuse. Camaïeu vient d'appeler à l'instant. Ils acceptent toutes nos demandes. Laïla n'y croyait plus. Elle dirige le collectif Éthique sur l'étiquette qui regroupe syndicats et mouvements de consommateurs. Son but, mettre la pression aux grandes enseignes pour qu'elles cessent de se fournir auprès d'ateliers qui mettent la vie de leurs ouvriers en danger. Principale convention internationale du travail. Pour nous, les réels changements doivent venir de la mode mainstream, de ces grands acheteurs, de ces grands distributeurs qui vendent dans tous les centres-villes du monde à très bas coût des vêtements fabriqués dans des conditions déplorables. Ça fait des années que les ONG, les syndicats, les alertent sur les conditions de travail au Bangladesh, sur l'insécurité dans les usines. Donc c'est vraiment terrible qu'il faille un drame comme le Rana Plaza pour éveiller les consciences. Camaïeu a finalement reconnu avoir commandé des t-shirts à un atelier du Rana Plaza et a accepté d'indemniser les victimes. Mais Auchan campe sur ses positions. Avec le jean enfant retrouvé dans les décombres, nous sollicitons une interview auprès de l'enseigne. Elle nous renvoie vers ce communiqué de presse publié peu de temps après les révélations des médias au printemps. Dans ce document, elle rappelle avec force n'avoir passé aucune commande aux ateliers du Rana Plaza. Pour Auchan, un fournisseur aurait sous-traité une de ses commandes. Il aurait ainsi violé le contrat le liant au distributeur. On appelle cela de la sous-traitance sauvage. Et c'est la grande difficulté auxquelles font face les marques qui font fabriquer au Bangladesh. À côté des usines modèles, où les ouvrières sont plutôt bien traitées, comme celle de Choubal, notre patron qui a fait fortune grâce au t-shirt. On trouve aussi des milliers de petits ateliers qui font travailler leurs ouvriers dans des conditions beaucoup plus difficiles. Et il arrive que les commandes des acheteurs occidentaux atterrissent dans ces petites unités peu recommandables. Nous avons pu filmer un de ces ateliers dans cet immeuble de Dhaka. De l'extérieur, impossible de deviner qu'il s'y cache. Au rez-de-chaussée, un parking. Au premier étage, un vendeur de télé. Et au-dessus, sur 3 niveaux, l'atelier de Mustapha. Des centaines de couturières y sont menées à la baguette. Qu'est-ce que tu fais? Travaille un peu, toi, hein, fais pas la maline. Je fais ce que je veux. Et là, vous deux, on se calme, hein, on a des invités aujourd'hui. L'incident dérange le patron. Il ne donne pas une bonne image de son atelier. Pourquoi est-il en colère? Il trouve qu'elle ne travaille pas assez. C'est assez souvent le cas dans notre activité. Parfois, les couturières ne font que 70 pièces par heure au lieu de 100. Alors le superviseur va intervenir pour augmenter leur productivité. Mustapha travaille pour quelques marques en direct, mais surtout pour des usines bangladaises. Ils sous-traitent leurs commandes qui ont pris du retard. Quand mes propres clients ne me donnent pas assez de travail, alors je demande aux autres fournisseurs s'ils n'ont pas besoin d'un coup de main. Les grosses usines dépendent des petites comme la mienne. Elles ne pourraient pas survivre sans nous. Et ça vous arrive combien de fois par an de sous-traiter? Déjà, il y a novembre, décembre, janvier, et après il y a septembre, octobre, novembre, décembre, puis mai, juin, juillet, enfin c'est ça les pics. Hein. Bref, Mustapha sous-traite quasiment toute l'année. Et vous croyez que vos partenaires en informent le client que c'est vous qui sous-traitez?
Maintenant, depuis le Rana Plaza, après ce désastre, les autorités ont créé des règles. Maintenant, si une usine veut sous-traiter, elle doit demander la permission à ses clients. Mais les choses ont-elles changé aussi vite? Car la sous-traitance est une pratique ancienne et très répandue au Bangladesh. Et dans ce cas, les marques occidentales ne contrôlent plus rien des conditions de fabrication. Tout est alors possible, même le travail des enfants, dont se défend Mustapha. Il y a 20 ans, quand ce business a démarré, alors le travail des enfants était autorisé dans le textile. Mais depuis 10 ans, ce n'est plus autorisé. Pourtant, dans son atelier, une ouvrière nous a confié avoir 15 ans. Nous ne montrerons pas d'image de cette jeune fille pour la protéger d'éventuelles représailles. L'adolescente travaille pour aider ses parents à faire vivre la famille. Et comme toutes les ouvrières ici, elle gagne le minimum légal, 30 € par mois. À peine de quoi survivre. Ces forçats du textile vivent dans des bidonvilles. Il y en a une vingtaine à Dhaka. Celui de Mohakali est une ville dans la ville, avec son marché, ses échoppes. Il abrite 50 000 personnes. Elles logent dans des abris de fortune en tôle. Et ce qui est incroyable, c'est qu'ils les louent, qu'ils doivent payer un loyer. Pour cette famille, 20 € par mois pour une pièce de 15 mètres carrés. Chez les ouvriers du textile, la révolte gronde, surtout depuis la catastrophe du Rana Plaza. Les femmes, qui représentent 80% de la main-d'œuvre, osent désormais revendiquer de meilleures conditions de travail. Le soir, en sortant de l'usine, elles se rendent dans ce café géré par une association. Principal sujet de discussion, leur conflit avec leur patron. En 2 mois, j'ai fait 135 heures supplémentaires, mais il ne m'en a payé que 85. Il disait que j'avais mal calculé. Mais j'ai tenu tête et j'ai eu gain de cause. Pourquoi je devrais avoir peur de réclamer mon argent? J'ai travaillé assez dur pour le gagner. C'est pourtant un point important pour les grandes marques occidentales qui demandent à leurs fournisseurs de payer l'intégralité des heures supplémentaires. Elles viennent même vérifier sur place que cela est respecté. Quand les acheteurs viennent visiter l'usine, les choses s'améliorent. Ils regardent si tout est conforme à leur charte sociale. À ce moment-là, oui, nos droits sont respectés. Mais le reste du temps, ce n'est pas le cas. Dès que les acheteurs tournent les talons, les choses redeviennent comme avant. Et si on dit la vérité aux acheteurs, ce qui se passe réellement, alors notre patron nous menace. Il nous dit que le client va annuler ses commandes. Et il nous dit « Pourquoi tu dis la vérité ?» Les marques sont prises dans une contradiction. Elles ont le plus grand mal à contrôler les conditions de fabrication, mais elles doivent continuer à livrer des vêtements. C'est ce tiraillement qui a poussé cette femme à quitter le Bangladesh pour revenir sur ses terres natales, le littoral charentais. Emmanuel Lévesque dirigeait un bureau d'achat français basé à Dhaka. Mais au bout d'1 an, elle a tout arrêté. Trop dur. L'ancienne acheteuse est revenue vivre chez ses parents pour tout redémarrer à zéro. J'ai quitté le Bangladesh après 1 an parce que j'en avais un peu assez des conditions de travail, de la pression infligée aux usines pour avoir des prix toujours plus bas et travailler toujours plus vite. Au début, on ne se pose pas la question, on est là pour travailler, on travaille. Voilà, c'est le Bangladesh. L'industrie de l'habillement là-bas, ça se passe comme ça. Et puis au fur et à mesure, on se dit, il y a quand même un souci. Les gens peuvent pas vivre avec un tel salaire, peuvent pas travailler autant d'heures. Enfin, c'est inhumain. Enfin, voilà. Ses pires souvenirs, les périodes de livraison.
Quand les usines la prévenaient qu'elle ne pourrait pas livrer à temps, la donneuse d'ordre insistait. L'impact que ça peut avoir sur le consommateur. Après, on ferme les yeux un peu. On dit, voilà, vous vous débrouillez. On ne veut pas savoir ce qui se passe derrière, mais vous vous débrouillez. Dans ce cas-là, il y a une certaine hypocrisie de la part des donneurs d'ordre. Oui, en fait, il y a de l'hypocrisie, je dirais, un peu dans tous les côtés, entre l'usine qui accepte des quantités vraiment, des fois au-dessus de ses capacités, et des donneurs d'ordre qui ne se posent pas la question de savoir, aujourd'hui l'usine est en retard, si demain elle dit qu'elle a fait 10 000 pièces en une journée, sauf si c'est vraiment une grosse usine et qu'elle a la capacité de faire 10 000 pièces par jour, où sont faites ces pièces. Il y a un souci. À son échelle, Emmanuelle pense avoir trouvé la solution. Elle continue de faire fabriquer au Bangladesh pour sa propre marque, mais de façon artisanale et en petite série. Conséquence, cette robe est à 89 €, beaucoup plus cher que les vêtements discount des grandes enseignes. Dans cette course sans fin au meilleur prix, nous avons découvert qu'un nouveau pays tentait sa chance. Un pays pourtant considéré comme bien peu fréquentable. C'est l'incroyable surprise que nous a réservé notre enquête. Ce pays, c'est la Corée du Nord. L'une des plus dures dictatures au monde. Sans que nous le sachions, une partie des vêtements que nous portons y sont produits. Et nous avons rencontré ceux qui les fabriquent là-bas. Je pars en Corée du Nord, là. Je ne reviens que vendredi. Je te rappellerai. Pourquoi vous produisez des vêtements là-bas? C'est tout simple à comprendre. La main-d'œuvre est moins chère. C'est la seule raison. La découverte de cette filière textile insoupçonnée, nous l'avons faite grâce à un document. Nous ne le sommes procurés auprès des douanes françaises. Il recense tous les pays qui ont exporté du textile en France en 2011 et 2012. Et cette liste évoque parfois plus la guerre et la dictature que le textile. L'Iran ou Cuba pour la production de survêtements. Des t-shirts en provenance de Syrie ou du Myanmar, l'ancienne Birmanie. Et encore plus étonnant, des manteaux et des pardessus importés de Corée du Nord. Peu de gens le savent, mais c'est tout à fait légal. Cependant, les marques préfèrent rester discrètes. Ainsi, Decathlon nous a confirmé avoir mené dans ce pays un projet confidentiel pour la fabrication de sacs à dos dans les années 90. Un projet finalement abandonné. C&A, cette grande enseigne de vêtements bon marché, a reconnu avoir importé des articles de Corée du Nord. Nous avons mis en place des mesures contraignantes avec tous nos fournisseurs dans le but de vérifier qu'aucun produit ou partie de produit ne soit confectionné en Corée du Nord. La dernière cargaison venue de Corée du Nord a eu lieu en 2011. Et aujourd'hui encore, même si on est loin du volume produit au Bangladesh, beaucoup plus de vêtements que l'on ne croit seraient importés de ce pays, le plus fermé du monde. La Corée du Nord est coincée entre la Chine et son frère ennemi, la Corée du Sud. À la tête de cet État, le jeune Kim Jong-un, la troisième génération d'une famille de dictateurs qui opprime ce peuple depuis plus de 60 ans. Tout comme ses aïeux, le grand jeu de Kim Jong-un est de provoquer la communauté internationale. Il affirme détenir la bombe atomique. Le dernier essai nucléaire en date, c'était en avril. La Corée du Nord, un régime militaire que la France ne reconnaît pas officiellement, mais avec lequel elle commerce, car mis à part les armes, les autres marchandises sont parfaitement autorisées. La Corée du Nord a même une vitrine commerciale sur Internet. Sur ce site officiel, le pays s'affiche ultra moderne et cherche à appâter les investisseurs étrangers avec un argument de poids, le coût du travail le plus bas d'Asie. À Paris, pas d'ambassade de Corée du Nord, mais une délégation générale qui a pignon sur rue. En tant que journalistes, nous souhaitions obtenir des renseignements sur l'industrie textile nord-coréenne.
Mais malgré nos nombreuses sollicitations, voilà, on fait un reportage sur les usines de textile. On vous a contacté par mail et par téléphone plusieurs fois. Nous y avons trouvé porte close. Alors, pour en savoir un peu plus sur cette mystérieuse filière textile, nous avons monté un scénario avec un acheteur français. En 2012, les équipes de Capital avaient réalisé un reportage sur le Made in France. Nous avions filmé cette entreprise qui fabrique de la lingerie et des vêtements près de Limoges, la société Allende. Le numéro 2 de la marque, c'est Stéphane Blondel. Si pour des raisons de coût, il a délocalisé une partie de sa production au Maghreb, il refuse de traiter avec l'Asie. Selon lui, là-bas, il y aurait un risque qu'on copie ses imprimés. C'est un dessin qui nous appartient, donc il y a un brevet dessus, ce qui est rare, et que aujourd'hui, justement, les Asiatiques n'ont pas réussi à copier. Mais c'est surtout pour dénoncer les conditions de travail d'une partie de cette main-d'œuvre asiatique bon marché que Stéphane a accepté de participer à notre enquête. Si ça pouvait faire prendre conscience aux personnes qu'il vaut mieux acheter un produit un petit peu plus cher, mais au moins savoir la provenance, en connaître l'histoire, voilà, ça serait pas mal. Sous couvert de sa marque, nous lui proposons donc de rencontrer un représentant commercial nord-coréen. En tant que professionnel du textile, cette fois, nous n'avons eu aucun mal à obtenir un rendez-vous. Pour tester leur savoir-faire, Stéphane a apporté une robe de sa collection. Donc ça, ils sont susceptibles de le faire. Voilà, ça c'est un article, une robe toute simple, pas de problème techniquement de pouvoir réaliser ce genre de produit. Notre objectif est de comprendre l'intérêt pour une entreprise française de faire fabriquer en Corée du Nord. Le rendez-vous avec le représentant commercial est fixé au bar d'un hôtel parisien. L'entretien est filmé en caméra cachée. Vous êtes monsieur? Oui, oui. Merci. Bonjour, enchanté. Bonjour, enchanté. Stéphane Blondel. À notre grande surprise, le Nord-Coréen s'exprime dans un français très correct. Il commence par nous vanter les mérites de l'industrie textile nord-coréenne qui, selon lui, n'a rien à envier aux autres pays asiatiques. Il y a presque 300 de professions qui fonctionnent bien. Presque ça marche en plein régime. Il y a quelques usines spécialistes qui sont prêtes à porter le costume complet, les morceaux, la lingerie et aussi les jaquettes de n'importe quel modèle. Le prix de main-d'œuvre, c'est absolument compétitif et aussi la qualité aussi. Nous lui présentons donc notre robe pour savoir s'il peut réaliser ce modèle et à quel prix. Oui, techniquement, là, il n'y a rien de... Je vois si la qualité, si la machine, ça pose pas de problème avec la machine. Oui, ça c'est sur des machines plates. C'est pas la machine spéciale, non. Le modèle semble réalisable. Pour en connaître le coût de fabrication, il nous faut envoyer les échantillons sur place. Mais étonnamment, plutôt que de traiter directement avec la Corée du Nord, il nous propose de passer par un intermédiaire chinois. Selon lui, l'intermédiaire chinois, c'est la filière empruntée par la plupart des entreprises françaises, souvent réticentes à l'idée de commercer directement avec la Corée du Nord. En général, les Français, ils sont trop sérieux, ils sont très initiés, mais les Hollandais, par exemple, les Hollandais et les Italiens, ils travaillent directement avec la Corée du Nord. Pour connaître le prix de fabrication de notre robe en satin, nous l'envoyons à l'intermédiaire conseillé par le représentant nord-coréen, dont l'adresse est en Chine. Et voici le devis reçu par mail quelques jours plus tard. Le coût de confection de cette robe est de 3,85 $, soit un peu moins de 3 €. Un prix très compétitif, 10 fois moins cher qu'en France. La Corée du Nord est donc bien aujourd'hui l'un des pays d'Asie les moins chers pour faire fabriquer des vêtements. Mais ces petits prix ont une contrepartie. Les entreprises acceptent ainsi de financer la dictature nord-coréenne et ferment les yeux sur les conditions de travail des ouvriers.
Pour tenter de mieux comprendre comment s'organise ce commerce sulfureux, nous décidons de suivre notre robe en satin. Nous nous rendons à Dandong, en Chine. Cette ville est située à la frontière avec la Corée du Nord. Sur cette rive, la Chine. De l'autre côté du fleuve, la Corée. Chaque jour, des hordes de touristes chinois prennent le bateau pour apercevoir des tranches de vie et photographier ces mystérieux voisins nord-coréens. La ville de Dandong, c'est le cordon ombilical de la Corée du Nord. Ce pont relie les deux pays. Des camions l'empruntent quotidiennement. Ils transportent 70% des exportations nord-coréennes, en majorité des produits électroniques et du textile. À Dandong, les sociétés spécialisées dans ce commerce transfrontalier se comptent par dizaines. C'est dans cet immeuble que l'intermédiaire auquel nous avons envoyé la robe est implanté. Gardant notre couverture d'acheteurs textiles français, nous allons le rencontrer en caméra cachée. Il va nous expliquer comment il peut fournir des prix aussi bas et à qui va l'argent. C'est le directeur adjoint qui nous reçoit. Ici, ce ne sont que des bureaux. Les employés reçoivent des commandes du monde entier et envoient les ordres de fabrication en Corée du Nord. Nous achetons le tissu dans le sud de la Chine. Quand il arrive ici, à Dandong, on l'envoie en Corée du Nord. Ils fabriquent les vêtements, ils nous les envoient, et nous, on les réexpédie en Europe. Si la confection de tous ces vêtements se fait en Corée du Nord, c'est qu'en Chine, le salaire des ouvriers a doublé en 5 ans et avoisine les 350 € par mois. Alors que de l'autre côté de la frontière, un ouvrier ne coûte presque rien. En Corée du Nord, vous payez l'État. Et ensuite, l'État paie les ouvriers, une partie en argent et une partie en nourriture, comme de l'huile de soja par exemple. L'argent d'une commande passée en Corée du Nord est donc perçu par l'État et servirait en partie à financer le régime. Et difficile de savoir réellement dans quelles conditions travaillent ces ouvriers du textile. Impossible de visiter les usines. Nous devons donc nous contenter de quelques photos. Voilà une des usines. Des photos d'usines comme celle-ci, apparemment en bon état. Il en existe des dizaines sur Internet. Des photos prises lors de visites officielles et souvent contrôlées par les autorités. Mais notre intermédiaire nous l'avoue. Cette propagande ne reflète qu'une partie de la réalité. Il y a des usines comme celle-là, mais il y en a aussi des plus sales et moins bien équipées. Évidemment, de ces usines plus vétustes, nous ne pouvons voir aucune image. Et impossible de savoir où seront produits exactement nos vêtements. Ces conditions de fabrication pour le moins mystérieuses, sans aucun contrôle possible, n'arrêtent pourtant pas les entreprises occidentales. À Dandong, dans cet entrepôt, sont stockés des centaines de cartons de vêtements en attente d'être expédiés en Europe ou aux États-Unis. Des marques connues ou plus confidentielles, et dont les vêtements seraient confectionnés de l'autre côté de la frontière, en Corée du Nord. Qu'est-ce que vous faites là? Je voudrais savoir, tous ces cartons, toutes ces marchandises là, elles viennent d'où? Elles sont tombées du ciel, j'en sais rien moi. C'est interdit d'entrer ici, vous comprenez? Ici, personne n'a envie que nous filmions cette marchandise. Allez, sortez. Mais un peu à l'écart, sur le parking des camions, un chauffeur nord-coréen nous confirme qu'il apporte ici très régulièrement des vêtements fabriqués en Corée du Nord. C'est scellé. Il n'y a que la douane chinoise qui peut ouvrir la remorque. Nous, on n'a pas le droit d'y toucher. À l'intérieur, des vêtements qu'il nous décrit comme étant des doudounes. Il y en aurait plusieurs centaines. Il y a 673 cartons. Et je viens ici 2 à 3 fois par semaine.
Alors, comment savoir si l'un de nos vêtements est fabriqué en Corée du Nord? Le seul élément dont nous disposons, c'est l'étiquette. En France, elle n'est pas obligatoire et quand elle existe, elle s'avère parfois mensongère. C'est ce que va nous révéler notre intermédiaire qui nous propose de fabriquer notre robe en Corée du Nord. À chaque fois, il offre les mêmes possibilités aux clients qui lui passent commande. Sur ces portants, tous ces vêtements sont destinés au marché européen. Et tous ces vêtements sont produits en Corée du Nord? Oui, tous. Pourtant, sur les étiquettes censées notifier l'origine du produit, pas de mention Made in North Korea. Très étonnamment, on peut y lire Made in China. Bien sûr, tout est estampillé Made in China. On ne pourra jamais savoir que c'est produit en Corée du Nord. Non, non. Sur les étiquettes, c'est toujours écrit « fabriqué en Chine ». Et en plus, pour l'exportation, on change les papiers de la douane. On met un code chinois. Donc, personne ne peut savoir que c'est produit en Corée du Nord. Aucune information ne le laisse paraître. Des vêtements qui deviennent chinois une fois passé la frontière. Rien d'illégal si les finitions étaient réalisées en Chine. Or ici, la plupart des produits sont entièrement confectionnés en Corée du Nord. Ainsi, notre robe, comme beaucoup d'autres articles, serait noyée dans les marchandises en provenance de Chine. Impossible donc de savoir quel est le volume exact des importations nord-coréennes en France. Elles sont sans doute bien supérieures aux 2 500 000 €, le chiffre officiel des douanes.